le climat actuel change rapidement, voire et relativement très rapidement. D'ici à l'an 3000, qu'adviendra-t-il de notre planète? Difficile à prévoir. Mais si nous continuons, si l'homme continue à faire en sorte que la planète se réchauffe trop, les choses risquent de changer de manière très radicale à notre dépens. D'environ 1 degré Celsius en 150 ans, le réchauffement climatique observé au début du XXIe siècle est corrélé à la perturbation du cycle biogéochimique du carbone, autrement dit le cycle du CO2 qui contient du carbone, et ceci par l'émission de gaz à effet de serre liés aux activités humaines excessives, et ceci depuis la révolution industrielle. Alors, essayons de mobiliser les connaissances que nous avons acquises précédemment sur les conséquences des activités humaines, sur l'effet de serre notamment, et sur le cycle du carbone. Quelles sont les conséquences des activités humaines sur l'effet de serre et sur le cycle du carbone? Quelles sont les conséquences de cette activité humaine? Il faut bien prendre conscience du fait que l'homme contribue à augmenter l'effet de serre. Il n'est pas responsable à lui tout seul de l'effet de serre. L'effet de serre, il est naturel. La quantité de dioxyde de carbone qui entre et qui sort de différents systèmes au niveau de la Terre, globalement fait que la Terre a une certaine température. Mais l'homme fait que cette température de base, correspondant à peu près actuellement à 15 degrés Celsius, moyenne sur la Terre, attention, eh bien, fait que, à cause de ces activités excessives, rejetant du dioxyde de carbone, entre autres, il n'y a pas que le dioxyde de carbone, eh bien, fait que la planète change, le climat change, de manière trop rapide. Donc le climat actuel change très rapidement, beaucoup trop. Et les scientifiques alertent depuis un certain temps, certains du moins, d'autres sont un peu plus moins tiraillés par ce changement. Mais toute personne sensée, scientifique ou non, quelle qu'elle soit, prend conscience que quelque chose se passe et que c'est pas normal que l'homme s'approprie à lui tout seul quelque chose que l'on appelle la Terre, et au niveau de cette Terre, quelque chose qui ressemble à la vie, à notre vie, mais aussi à la vie de tous les êtres vivants autres que l'homme, les plantes y comprises et tous les animaux. Alors, quelle est la cause réelle de ce changement climatique récent? Alors, nous allons essayer de travailler sur 4 points essentiels. D'abord, essayer de comprendre la relation qu'il peut y avoir entre la concentration de CO2 excessive dans l'atmosphère et la température. Donc, nous verrons qu'il y a une certaine corrélation que nous avons déjà entreaperçue dans d'autres cours. Ensuite, nous allons essayer de revoir, d'approfondir les acquis concernant ce cycle du carbone qui est gravement perturbé par l'homme. Alors quand on dit le cycle du carbone est gravement perturbé par l'homme, ça veut dire que le cycle du carbone existe naturellement, de manière tout à fait logique et naturelle, mais que l'homme intervient également pour le perturber de manière excessive, dans le sens où il y a un peu trop de libération de CO2. Nous verrons que ces émissions de CO2 sont bien liées à l'activité humaine. Et puis, donc, nous allons essayer d'attribuer ce réchauffement climatique à l'homme
en argumentant et avec des preuves bien précises. Alors, il existe bien une corrélation entre des anomalies de température de plus en plus importantes et une augmentation de la concentration en dioxyde de carbone dans l'atmosphère. Donc des mesures indirectes sont mises en évidence à partir des bulles de gaz prélevées dans la glace. Et on met bien en évidence donc le fait que l'augmentation de la température est bien due à quelque chose qui ressemble à une cause entre les émissions anthropiques du carbone, anthropiques c'est-à-dire provoquées par l'homme, et l'augmentation des températures. Alors vous allez pouvoir trouver sur internet donc des graphes où vous allez avoir la concentration en dioxyde de carbone, alors en ppm, partie par million, et en fonction des années, en commençant par 1850 à peu près, donc pas très loin du début de la révolution industrielle, et jusqu'à l'année 2010, 2015, 2020 à peu près. Bon. Et en même temps, par rapport à ces années, vous pouvez également mettre en relation ces anomalies de température par rapport à cette période 1950, 2010 à peu près. Bon. Alors, qu'est-ce que l'on constate lorsque l'on met en évidence, lorsque l'on étudie ce graphique de la concentration de CO2 en fonction du temps? Eh bien, c'est que, prenons l'année 1850. Il y avait, alors par rapport à aujourd'hui, donc si on regarde les anomalies moyennes globales de température et la concentration en CO2 atmosphérique depuis 1850, et en disant que le niveau 0, c'est le niveau de la température moyenne à peu près, on va dire, de 15 degrés, on va dire, 15 degrés Celsius, et les anomalies de température sont exprimées de la façon suivante. Si par exemple on a moins 0,2, ça veut dire que la température baisse de 0,2. Si on a plus 0,2 par rapport au 0, qui est la ligne de base, qui est la référence en fait, ça voudrait dire qu'on aurait une augmentation de plus 0,2 degrés Celsius. Voilà. Donc, quel est le résultat de ce graphe qui est devant mes yeux, et vous pouvez vous en trouver un également? Eh bien, au niveau de l'année 1850, il y avait moins 0,4. Ça veut dire qu'on était à une température de moins 0,4. Et si on regarde la quantité de CO2, était de à peu près 290 ppm. Alors qu'au niveau 0, on est à 330 ppm. Donc vous voyez qu'on n'était pas dans l'augmentation très rapide ou très importante de CO2. Mais lorsque l'on arrive, donc on a dit, moins 0,4 à peu près en 1850, et si on se place aux environs des années 1950 à peu près, eh bien on s'aperçoit qu'on avait moins 0,2. Donc tout à l'heure, en partant de 0, on avait moins 0,4, et là, pour 1850, et là, pour 1950, on a moins 0,2. Donc on a vu déjà qu'il y avait une augmentation de moins 0,4 à moins 0,2, ça fait une augmentation de plus 0,2. Donc il y avait déjà une petite augmentation. Et puis à partir de entre 1950 et 1970, l'augmentation a été très très importante et régulière de la quantité de CO2, puisqu'on est passé en 2010 à peu près à une quantité de 410 ppm, alors que le niveau de référence 0 était à 330. Donc vous voyez qu'il y a une augmentation considérable de la quantité de CO2, et si on regarde quelles températures sont corrélées à cette augmentation, eh bien on s'aperçoit que la température suit la courbe d'augmentation du CO2, et que si on était en 1970 à peu près à 0, ça veut dire on était au niveau 0 de base, en 2010 on était monté à plus 0,8, pratiquement plus 0,1 même.
Donc vous voyez qu'on fait la corrélation entre l'augmentation de la quantité de CO2 et l'augmentation de température au fil du temps due aux activités humaines. Alors, voilà, donc ça veut dire que ce dioxyde de carbone est bien un gaz à effet de serre. Ça veut dire qu'il fait en sorte que l'effet de serre augmente un peu plus que ce que fait, entre guillemets, l'effet de serre naturel. Il y a un effet de serre naturel, qui est à peu près au total de plus 33 degrés Celsius. Mais pour X raisons, je ne vais pas vous expliquer aujourd'hui pourquoi 33, mais si on part de 0 pour aller à 33, on a bien, enfin, si on part de moins 15, parce qu'on aurait moins 15 s'il n'y avait pas d'atmosphère en fait, allez, je vous le dis quand même, donc moins 15 s'il n'y avait pas d'atmosphère, et avec l'atmosphère, on peut arriver à 0, et puis de 0, on peut arriver à plus 15 en fait. Donc l'effet de serre total en fait est de moins 15 pour aller à 0, et de 0 pour aller à 15, on a bien plus 15. Autrement dit, au total, ça fait une trentaine de degrés d'effet de serre. Et l'homme donc contribue à augmenter cet effet de serre, par exemple, à de plus 1 degré. Donc ça veut dire qu'il y aura des conséquences encore à l'avenir, parce qu'on ne va sûrement pas s'arrêter à 1 degré. Alors, le dioxyde de carbone est en quantité très très faible au niveau de l'atmosphère, mais quand même, ça n'empêche pas qu'il est responsable d'une augmentation de la température de la planète. Bon, c'est bien un gaz à effet de serre. Donc il a un impact très important sur le climat global. Et l'évolution du taux de CO2 atmosphérique a pu être reconstituée à partir de bulles d'air emprisonnées dans les glaces polaires. C'est pour ça qu'on peut faire la corrélation entre l'augmentation de CO2 et l'augmentation de température. Alors, à noter que depuis les années 60, il est suivi en permanence par mesures directes, notamment à l'Observatoire atmosphérique d'Hawaï, dans l'océan Pacifique. Donc le graphe a bien montré qu'il y avait bien une corrélation entre l'augmentation de CO2 et la température qui a augmenté. Alors, donc il existe, concernant ce CO2, donc concernant ce carbone qui est contenu dans le CO2 et que ce CO2 va s'intégrer grâce aux végétaux dans la matière organique en fait, eh bien, ce cycle du carbone il est perturbé par les activités humaines. Alors les activités humaines perturbent le cycle du carbone, voilà. Donc le cycle du carbone il est équilibré, c'est-à-dire que la somme des flux entrant dans l'atmosphère est égale à la somme des flux sortants lorsque l'on considère le cycle du carbone naturel. Mais l'homme contribue, lui, à augmenter de telle sorte que le bilan des sources de carbone, c'est-à-dire l'utilisation des combustibles fossiles et le changement d'utilisation des sols, fait qu'en additionnant les deux flux, par exemple, on avait 10,7 gigatonnes de carbone par an, ainsi que des puits de carbone qui sont dus à la photosynthèse supplémentaire et à l'absorption océanique et les autres flux, bon, évidemment, ce qui donne un flux sortant donc de 6 gigatonnes par an, à peu près, et la différence entre les deux flux est de 4,16 gigatonnes par an, ce qui correspond à l'augmentation annuelle de la quantité de CO2 dans l'atmosphère. Alors en fait, donc, on a des réservoirs géologiques et à partir de ces réservoirs géologiques, il y a un flux sortant, c'est-à-dire que c'est dû, donc il y a 9,4 à peu près, en gigatonnes de carbone par an, en fait, correspondant à l'utilisation des combustibles fossiles et des industries, 9,4. Flux sortant également correspondant au changement d'utilisation des sols, c'est-à-dire déforestation et agriculture, on a 1,3. Donc là, ça nous fait bien 9 et 1, 10, 10,7. On a bien deux flux sortants à eux deux qui représentent 10,7 gigatonnes de carbone par an. Donc ça, c'est le bilan des sources de carbone correspondant à l'utilisation des combustibles fossiles et au changement d'utilisation des sols.
Donc je répète, si on additionne ces deux valeurs, on a bien un flux global sortant de 10,7 gigatonnes par an. Alors c'est énorme évidemment. Après, concernant les flux entrants, eh bien, on a la photosynthèse supplémentaire et l'absorption océanique supplémentaire et d'autres flux. Donc si on additionne le tout, ça nous fait 3 plus 2,4. Alors 3 pour la photosynthèse supplémentaire, 2,4 pour l'absorption océanique supplémentaire, donc ça fait 5,4 et 0,6 concernant les autres flux. Donc on a bien, donc on a 3,4 plus 0,6, ça fait 3. Donc ça veut dire que on a un flux sortant de... Alors 3 c'est à peu près, bon, voilà. Donc ça veut dire que si on regarde la différence entre les deux, eh bien on a une différence qui est plutôt en faveur de flux sortants. Donc ça veut dire que trop de CO2 sort. Donc voilà. Donc le carbone se trouve sur Terre dans différents réservoirs et sous différentes formes, évidemment, correspondant globalement à la matière organique, mais il n'y a pas que de la matière organique. Donc les molécules carbonées sont soumises à des échanges naturels, que l'on appelle, on parle de flux de carbone, qui implique qu'il y ait des processus chimiques, physiques et biologiques. Donc là, on parle bien de cycle du carbone, et il est bien équilibré lorsque les flux entrants et sortants de chaque réservoir sont égaux, mais l'homme, lui, fait en sorte qu'il y a un excédent, donc un flux sortant excédent, qui fait que trop de CO2 est libéré dans l'atmosphère. Alors voilà pour cet excédent de CO2 qui est dû aux activités humaines, à travers un cycle qu'on appelle le cycle du carbone. Alors ensuite, donc, essayons d'identifier les activités humaines à l'origine de la perturbation du cycle du carbone. Essayons de montrer leur évolution au cours du temps. Donc l'utilisation des combustibles fossiles, nous savons qu'elle représente la majeure partie des sources anthropiques, c'est-à-dire correspondant à ce que rejette l'homme. Correspondant à ces puits, on observe que leur contribution augmente également, mais ne compense pas du tout les émissions. L'augmentation du CO2 dans l'atmosphère, lorsque l'on regarde l'augmentation du CO2 de l'atmosphère, on s'aperçoit qu'il y a une augmentation forte depuis notamment 1960. Donc ça veut dire que des activités humaines ont plus d'impact que d'autres. On peut l'imaginer. Donc l'augmentation de la teneur en CO2 est bien liée aux activités humaines. Oui, mais pourquoi? Essayez de vous procurer un graphique correspondant au flux de carbone, correspondant à la quantité de flux de carbone ou flux de carbone en gigatonnes par an en fonction des années, en partant de l'année 1900 pour aller à peu près jusqu'à l'année 2020. Donc si vous arrivez à trouver ce graphique, eh bien vous pouvez vous amuser à faire le bilan des principaux flux de carbone qui sont liés aux activités humaines depuis les années 1900. Et ces sources correspondent aux activités humaines qui enrichissent l'atmosphère, évidemment, en CO2, et donc contribuent à augmenter l'effet de serre. Les puits sont des réservoirs qui vont absorber le dioxyde de carbone de l'air et qui vont contribuer donc à faire baisser le CO2 atmosphérique. Alors vous pouvez vous amuser également à faire une activité pratique à partir de données dans ce que l'on appelle Global Carbon Project, qui est disponible en ligne. Vous pouvez vous amuser à faire ce travail correspondant donc à des émissions de carbone. Vous pouvez réaliser des traitements graphiques qui vont vous permettre de mettre en évidence la répartition des émissions selon les types de combustibles. Donc vous allez avoir le choix, combustible fossile, le pétrole, le gaz ou le charbon, par exemple. Vous allez mettre en évidence la variabilité des estimations selon les modèles utilisés. Voilà. Et vous allez mettre en évidence les émissions de gaz à effet de serre par pays et leur évolution au cours du temps. Bon, c'est une activité que je vous propose, maintenant vous faites ce que vous voulez. Alors si on revient à notre graphique, donc flux de carbone en gigatonnes de carbone par année, donc libéré par année,
en fonction du temps. Donc c'est l'évolution des sources et des puits de carbone depuis 1990 en fait. Alors les sources, eh bien, sont des émissions qui sont dues aux combustibles fossiles et le changement d'utilisation des terres, donc la déforestation dont nous avons vaguement parlé tout à l'heure. Donc là on s'aperçoit que on a des quantités très importantes qui sont émises, puisqu'au niveau du changement d'utilisation des terres, on arrive à peu près à 1 gigatonne de carbone, au-dessus de la valeur de 0 qui serait une référence qui correspondrait à un équilibre. Et concernant les émissions dues aux combustibles fossiles, on atteint dans l'année 2020, on atteint pratiquement les 11-12 gigatonnes. Alors qu'en 1900, on était parti à peu près 2 gigatonnes. Donc on est passé de 2 gigatonnes d'utilisation de sources et d'émissions dues aux combustibles fossiles. Donc on part de 2 gigatonnes pour atteindre pratiquement les 12. Alors 10, 11, 12 à peu près. Quant au changement d'utilisation des terres, déforestation, c'est pratiquement constant, mais au-dessus de la valeur de 0, de la valeur de référence, et on est toujours à peu près à 1 gigatonne. Donc ça veut dire qu'on est à 10, 11, 12 à peu près plus 1. Donc imaginons ça fait 13 à peu près. Alors bon, c'est pas tout à fait 12, hein, donc c'est plutôt 11 plus 1, ça ferait 12. Alors qu'au niveau des puits, on a du CO2 capté par les océans, d'une part, du CO2 capté par la végétation pour la photosynthèse, et le CO2 qui reste dans l'atmosphère et qui est en quantité importante. Donc les puits, ce que les océans et la végétation absorbent en CO2, ça ne compense absolument pas les valeurs qui sont émises excessivement par l'homme. Donc encore une fois, hein, on a bien mis en évidence le fait que les activités humaines, certaines activités humaines ont plus d'impact que d'autres. C'était le cas de l'utilisation des combustibles fossiles et de la modification, donc des changements d'utilisation des terres. Alors, ensuite, il faut, concernant ce réchauffement climatique de l'homme, donc l'attribuer à l'homme, évidemment, puisque c'est l'homme qui fait les industries en quelque sorte. Donc, on peut considérer que on peut mettre en évidence ce que l'on appelle la notion de modèle climatique, en fait, qui va prendre en compte l'ensemble des facteurs, y compris les facteurs naturels. Alors, il y a ce que l'on appelle des forçages anthropiques qui vont également être négatifs, par exemple les aérosols, et il y aura des forçages naturels qui ne peuvent pas être à l'origine du réchauffement constaté, car celui-ci est bien d'origine humaine. Alors pourquoi ? Eh bien, on va essayer de regarder donc un graphique, ou plutôt un modèle climatique, et nous allons constater que le réchauffement observé ne peut pas s'expliquer en prenant uniquement en compte les forçages naturels. Ça veut dire que l'homme va bien intervenir. Donc ne peuvent pas expliquer, donc ces forçages naturels ne peuvent pas expliquer plus de 0,1 degré Celsius de réchauffement. Or, le réchauffement actuel est déjà monté à plus de 0,6 depuis 1951. Donc ça veut dire qu'il y a un lien de causalité entre les activités humaines et le réchauffement. Donc si on observe bien qu'il y a une corrélation entre deux phénomènes. Donc cette observation de corrélation entre deux phénomènes n'est pas suffisant pour expliquer le lien de causalité entre eux. Alors c'est quoi ? C'est ce que nous allons décrire après. Donc, pour comprendre les climats, les scientifiques utilisent des modèles climatiques en fait. Et ces modèles, ils vont prendre en compte des forçages dont nous allons parler tout à l'heure. Mais globalement, on peut dire que ces forçages ils influencent le système climatique, évidemment. Alors que ces forçages soient naturels ou d'origine anthropique. Alors ces forçages vont être positifs s'ils contribuent à augmenter la température et négatifs s'ils diminuent cette température. Et certains forçages sont davantage dus à l'homme
par exemple émissions de gaz à effet de serre, et d'autres sont d'origine naturelle, par exemple activité solaire et volcanisme, par exemple. Alors si on essaie de comprendre en fait comment sont obtenues ces estimations à partir d'une combinaison d'observations et de simulations de modèles climatiques, eh bien on voit que le gaz à effet de serre, en fait, il est très important. Il est rejeté de manière importante. Le réchauffement observé, en corrélation avec la quantité de CO2 qui est rejetée, eh bien ce réchauffement observé, est bien observé, donc il augmente bien en corrélation avec les gaz à effet de serre qui sont libérés. Et ceci est bien dû à un ensemble de forçages anthropiques qui font que le CO2 est libéré et automatiquement, en conséquence, que le réchauffement est observé également. Quant aux forçages naturels, ils sont, alors je ne dis pas négligeables, mais ils sont très petits, de valeur très petite par rapport à ce qui se passe en relation avec l'homme. En fait. Et la variabilité naturelle interne est également très négligeable par rapport à ce que l'homme rejette, en fait. Donc il existe d'autres forçages anthropiques dont nous n'allons pas parler ici. Donc là on voit que d'après ce modèle climatique fait que c'est bien l'homme en fait qui est responsable du rejet de CO2 et donc de cette augmentation de température. Donc voilà, donc nous avons terminé. On a dit quelques mots concernant ce climat qui change assez rapidement, voire très rapidement. Nous avons bien mis en évidence la corrélation entre la concentration en CO2 de l'atmosphère et l'augmentation de la température en conséquence, et que ceci était dû à la perturbation par l'homme, en fait. Pourquoi? Parce que le cycle du carbone est perturbé. L'homme ne compense pas, le rejet de l'homme en CO2 n'est pas compensé par des flux entrants. Il y a des flux sortants de CO2 qui se font de manière excessive, et ces émissions de CO2 sont bien liées aux activités humaines. Donc on est obligé d'attribuer l'excédent de l'effet de serre, c'est-à-dire l'excédent de réchauffement climatique, on est bien obligé de l'attribuer à l'homme. Bon. Donc ça veut dire que ce climat actuel change, il change et l'homme est responsable. Bon. Donc là nous avons dans ce cours donc parlé du climat qui changeait rapidement. Ça correspondait au chapitre qui consistait à essayer de reconstituer et de comprendre les variations climatiques passées. Ce chapitre numéro 1 s'intégrait dans le thème numéro 2, donc les climats de la Terre, comprendre le passé pour agir aujourd'hui et demain, et dans la thématique numéro 3, correspondant aux enjeux contemporains planétaires. Donc si on veut comprendre le passé pour agir aujourd'hui et demain, ça veut dire que sachant que l'homme contribue à augmenter l'effet de serre de manière régulière et peut-être de plus en plus intensive, mais il faudrait peut-être que l'homme, les gouvernements, tous les gouvernements du monde, il faut que tout le monde s'accorde pour créer quelque chose qui fasse en sorte, donc des lois, en fait, des actions, des lois. Je ne suis pas spécialiste en politique, mais pour faire en sorte que le CO2 diminue. Alors, et pas que le CO2, mais que le CO2 diminue en priorité pour que l'augmentation de température ne soit pas trop importante par rapport à ce que l'on appelle déjà, et qui existe de manière naturelle, l'effet de serre. Je répète que l'effet de serre est un phénomène naturel, mais que l'homme contribue à augmenter cet effet de serre. Le cours est terminé. Merci. J'ai toujours l'air un peu bête à la fin. Allez, à bientôt les amis.